Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la dernière grande bataille rangée menée donc par Alexandre le Grand, à savoir la bataille de l'Hydaspe. On est là en juillet 326, donc où l'armée d'Alexandre le Grand est confrontée aux Indiens du roi Poros, hein. On est là ici donc à l'Hydaspe, hein. Bon, on voit pas forcément bien là, sur cette carte-là, mais enfin l'Hydaspe est un affluent de l'Indus, hein. Donc on est là à peu près, hein, où sera fondé Bucéphalie. Alors revenons un petit peu quand même sur le contexte, surtout voilà que c'est pas forcément les campagnes les plus connues en général. Donc en fait, Alexandre a soumis les sites, hein, le long de la Moudaria. Et une fois arrivé à Bactre, en fait, il reçoit une ambassade d'un roitelet de Taxila. Donc du coup, les auteurs grecs l'appellent Taxilès. Et donc, Taxilès, en fait, appelle à l'aide Alexandre, car il craint les ambitions de son puissant voisin, donc on appelle Poros, Porava, qui est fort d'une très grande armée, hein, 60 000 hommes, 200 éléphants de guerre, et qui est allié à un prince du Cachemire. Et donc, Poros, hein, aurait pour ambition de soumettre l'ensemble du Pendjab actuel, hein, donc en clair, toute cette région des confluents de l'Indus. Donc, ça fournit, on dira, un prétexte à Alexandre pour aller jusqu'en Inde, hein. Il veut imiter les exploits, notamment d'Héraclès et de Dionysos, hein, que sont la légende ont parcouru ces régions. Et donc il va se mettre en route avec une armée considérable. Alors les auteurs parlent de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Enfin, il faut aussi ajouter parmi ces troupes, on dira, les familles, les esclaves, les marchands, les prostituées, etc., qui suivent l'armée. Donc on est plutôt proche, hein, d'une armée, on verra 30 000 fantassins, 4 000 cavaliers, hein. Donc voilà, quand on parle de 100 000 hommes qui partent de Bactre, c'est pas forcément des troupes combattantes. Alors Alexandre, on va en fait diviser en deux son corps d'armée. Donc le premier est confié à ses deux généraux de confiance, donc Héphaïstion et Perdiccas, hein, qui passe en fait par le Caufen, donc c'est une rivière actuelle, enfin de l'actuel Afghanistan, et ils ont pour but en fait de préparer la traversée de l'Indus, hein, notamment en construisant des ponts avec des bateaux. Et donc lui, Alexandre, avec l'autre corps d'armée, va soumettre différentes peuplades, hein, que l'on voit ici, dans cette région-là, et certaines vont lui opposer une très vive résistance, notamment les Assassènes. Donc c'est une peuplade apparentée aux Scythes, aux Massagètes aussi, hein, voilà, enfin Scythes et Massagètes, on dira que c'est la même chose. Et ils vont opposer une très vive résistance, notamment dans une place forte réputée inexpugnable et que même selon la légende, Héraclès n'aurait pas soumise, à savoir Aornos. Donc on est là à l'été 327. Alors Alexandre d'ailleurs finit par obtenir le ralliement des Assassènes et aurait eu même selon la légende une relation avec la reine locale qui là aussi selon la fable aurait eu un enfant de lui. Bon, cette légende a été reprise d'ailleurs bien plus tard par Racine dans sa pièce sur Alexandre, hein, qui se passe en Inde. Et donc, au printemps 326, Alexandre fait sa jonction, hein, ici même, sur l'Indus, avec les troupes commandées par Héphaïstion et Perdiccas, qui ont donc eu le temps de bâtir un pont entre les deux rives. Donc l'armée séjourne un mois dans la cité donc, de Taxila, et au début de l'été 326, Alexandre lance ses forces contre Poros et son immense armée d'éléphants. Donc on va passer à la bataille proprement dite.
Alors, déjà pour revenir sur les effectifs, alors là aussi, il faut toujours prendre ça avec des pincettes parce que les montants sont parfois assez fantaisistes, hein. Donc je parle des montants qui sont évidemment annoncés dans les sources antiques, hein, donc en l'occurrence Diodore, livre 17, et Arrien dans l'Anabase, ainsi que Plutarque également. Donc du côté des Macédoniens, on aurait 34 000 fantassins, 5 000 cavaliers. Et du côté des Indiens, on aurait 30 000 fantassins, 4 000 cavaliers, donc effectif à peu près comparable, mais surtout du côté de Poros, hein, 300 éléphants de guerre et 60 chars de combat. Alors, on va dire que là, Alexandre va totalement changer de stratégie, hein. Il ne va pas appliquer l'ordre oblique, hein, qu'il a pu pardon, déployer contre les Perses, hein. Donc en gros, hein, le point fort sur la droite, donc la cavalerie lourde, hein, des compagnons. Et là, en fait, comprenant déjà, et d'une, la difficulté de la traversée du fleuve, plus le fait qu'il y ait des éléphants, il va faire une manœuvre de diversion, hein. Parce que voilà, donc Poros a rangé son armée donc, sur la rive gauche du fleuve, hein, on voit bien ici, hein, avec le corps des éléphants en arrière-garde, avec euh, enfin, l'idée que ce fleuve serait très dur à traverser parce qu'à l'époque, elle était, hein, gonflée par la fonte des neiges et les premières pluies de mousson. Donc un fleuve très profond, très rapide. Et Alexandre donc, attend plusieurs jours. Il fait même en fait une campagne de désinformation. Il fait passer donc, par des paysans locaux l'information selon laquelle les Macédoniens considèrent l'eau comme trop profonde et voudraient éviter un franchissement. Donc, ce qui arrive aux oreilles de Poros, évidemment, et qui va donc montrer une confiance excessive. Et donc, Alexandre va laisser en fait la phalange, donc on va dire le gros de l'armée, l'infanterie à Cratère, et il va partir avec un corps d'élite, donc les compagnons ainsi que les hypaspistes, hein, donc on va dire les fantassins d'élite, et va contourner, on va dire, le dispositif indien, hein, et traverser le fleuve beaucoup plus en aval pour contourner donc les Indiens. Et donc là, Poros évidemment voit la manœuvre, hein, mais il croit que c'est une petite troupe de cavaliers et il envoie l'un de ses parents, alors peut-être fils, peut-être frère, peut-être neveu, avec un corps de cavalerie. Sauf que, bah, évidemment, enfin, ce corps est balayé par les Macédoniens et le parent de Poros trouve la mort dans les combats. Donc voyons ensuite la bataille proprement dite. Donc on va changer d'échelle, on va zoomer en fait sur cette partie ici parce que ensuite évidemment Poros comprend son erreur et va envoyer une grande partie de ses troupes dans cette zone ici. Donc on va zoomer, hein, sur cette partie que vous voyez ici. Nous y voilà. Excusez-moi. Donc euh, Poros, voilà, va renforcer en fait son aile défaillante, hein, en transférant une grande partie de sa cavalerie, et bah, ce qui permet, voilà, la cavalerie macédonienne, hein, de la prendre par l'arrière. Et la cavalerie indienne est détruite, hein. Pendant ce temps-là, les phalangites macédoniens, qui sont d'ailleurs secondés aussi par des fantassins perses, hein, donc je ne l'ai pas dit, mais enfin il y a aussi des troupes perses armées à la macédonienne, hein, qui sont intégrés depuis 330 dans l'infanterie, traverse le fleuve et là s'oppose quand même violemment à la charge des éléphants et ce qui va quand même causer pardon, de lourdes pertes chez les Macédoniens. Donc finalement, un grand nombre de cornacs, des éléphants donc, sont tués et les forces d'Alexandre parviennent à encercler les Indiens. Donc on voit ici, hein, le corps de cavalerie donc, d'Alexandre, hein, qui balaye hein, le corps envoyé, donc, enfin, est conduit par le parent de Poros. Et on voit ici également Koenos
qui commande là des bataillons donc d'hypaspists, qui lui aussi parvient à contourner le dispositif des Indiens. Alors, les combats ont été vraiment, pour le coup, farouches, hein, et on pourrait dire que proportionnellement au nombre de pertes, c'est la bataille la plus coûteuse des conquêtes macédoniennes, hein, même plus que Gaugamel, hein. Ça a quand même été un carnage, hein, faut le dire, notamment la phalange qui a eu fort à faire face aux éléphants de guerre notamment. Alors, il est difficile d'évaluer les pertes des deux camps, hein, mais voilà, on peut supposer que les Indiens perdent quasiment toute leur cavalerie, plus de 100 éléphants de guerre, et Alexandre d'ailleurs va en capturer plus de 80. Euh, alors l'historien Peter Green estime qu'Alexandre a perdu 4000 hommes, hein, ce qui est quand même beaucoup par rapport au montant des pertes lors des batailles contre les Perses. Et donc la plupart, hein, de ces pertes sont chez les phalangites, hein, qui ont subi le choc, hein, du combat contre les éléphants, car en fait les éléphants, enfin, les chevaux de la cavalerie macédonienne ont refusé de s'en approcher, hein, clairement. Les chevaux, en fait, hein, sont très craintifs face aux éléphants, ce qu'on peut comprendre, et refusent de les charger de front. Alors, c'est pas la première fois que les Macédoniens sont confrontés à des éléphants de guerre. Donc, la première fois, c'est à la bataille de Gaugamel, hein, où Darius commande un corps d'une vingtaine d'éléphants, hein, donc qui viennent des satrapies indiennes. Enfin voilà, ces éléphants à Gaugamel n'ont eu qu'un impact très, très faible sur la bataille. Alors, euh, il y a, selon une légende, en fait, qui a été entretenue ensuite par la propagande royale, un combat singulier, en fait, entre Poros et Alexandre. Alors, rien ne prouve que c'est réellement le cas, mais enfin voilà, Poros combat à la tête d'un, paraît-il, juché sur un immense éléphant de guerre, et il finit par se rendre à Alexandre, qui d'ailleurs reconnaît la majesté de son adversaire, et qui, bah, en fait, immédiatement le remet sur son trône. C'est ça qui est intéressant pour le coup, c'est que Alexandre, évidemment, ne peut pas se permettre d'avoir des ennemis aussi loin du centre de son empire, donc on va considérer, on va dire, à Babylone pour faire court, et donc il a besoin de vassaux fidèles, et donc Alexandre va remettre Poros sur son trône du Pendjab, hein, et ensuite d'ailleurs, même après la mort d'Alexandre, Poros continuera donc à régner, il finira par être tué d'ailleurs par un satrape macédonien. Mais enfin voilà, Poros va rester en place pendant plusieurs années. Et on sait qu'ensuite Alexandre va poursuivre contre d'autres peuples indiens, mais que bon, son armée va refuser d'avancer plus loin, hein, au niveau de l'Iphaz, hein, le fleuve le plus oriental de la vallée de l'Indus. Et voilà, en 326, son armée refuse d'avancer euh, plus loin. Et donc, en tout cas, cette bataille a été beaucoup reprise par la propagande euh, royale, hein, du temps d'Alexandre et même plus tard, avec les Diadoques, avec l'idée évidemment du combat contre les éléphants, donc il y a un aspect évidemment enfin, un peu grandiose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monnaies, hein, ce qu'on appelle les décadragmes de Poros, où on voit Alexandre, en fait, qui combat Poros, hein, qui est juché sur un éléphant. Alors, ces monnaies, d'ailleurs, auraient... enfin, pense que, en fait, c'est des frappes posthumes, hein, qui est réalisées par des diadoques. Alors, peut-être Séleucos, ou peut-être un satrape d'Inde qui s'appelle Eudamos. Enfin, en tout cas, ces monnaies sont très connues, hein. On voit, voilà, Alexandre avec... qui combat donc Poros, hein, qui est juché sur un éléphant. Alors pour l'anecdote aussi, le cheval Bucéphale va mourir pendant la bataille, ou plutôt peu après, hein, on pense d'épuisement, et Alexandre va fonder en son honneur une cité, hein, donc appelée Bucéphalie. Donc voilà pour cette dernière grande bataille rangée, hein, qui on pourrait considérer comme euh, le premier affrontement, hein, entre Européens et Indiens dans l'histoire. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.